Jeudi 3 février 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de rejoindre Viva pour vous informer. À la une des actualités de ce jour, la première dame présidente de l'association FITI, Madame El Radouine, est descendue ce jour dans le district d'Avaradjan pour y apporter de l'aide aux sinistrés, notamment à ceux des Fouktan, Atananjan et Belanch, dans la commune à Kadkil-Ilaf. Les femmes députées du 2e et 3e arrondissement et le directeur des actions sociales de la présidence de la République l'ont accompagné. De 109 ménages de Fouktan, Atananjan et Belanch dans la commune à Kadkil-Ilaf ont bénéficié de cette aide de la première dame ce jour. Similaire à l'aide qu'elle a distribuée cette semaine, celle-ci inclut les vaccins comprenant des PPN, un matelas et une couverture, un pack solaire à Zavanawanao, des aliments nutritifs, du cobaïne et du ferrozinc pour les enfants. Les députés de Madagascar, Aina Afanmanatsu et Lantra Koutmang, ainsi que Mir Naradzona, directeur des actions sociales de la présidence de la République, ont été à ses côtés. Comme hier, les cliniques mobiles sont également descendues sur les lieux. Une sensibilisation sur la contraception et le planning familial y a été menée ce jour. Selon le bilan du ministère de la Santé publique, environ 150 femmes par jour sont convaincues pour l'utilisation de la contraception au niveau des cliniques mobiles. L'implant est le choix le plus fréquent pour la plupart de ces femmes. La brigade féminine de proximité, qui est une branche de la police nationale, a également mené une sensibilisation sur la lutte contre la violence. Et concernant l'évolution du cyclone Batsirai, à 15h locales, il était positionné à 671 km à l'est de Vatumanj. Il apporte un vent moyen estimé à 165 km à l'heure avec des rafales de 235 km par heure. D'après le service de la météorologie, le temps va commencer à se dégrader à partir de demain. Les prévisions restent inchangées. Batsirai atterrira sur le territoire national ce samedi. Reportage. Batsirai se déplace dans le sud-ouest à raison de 7 km par heure. Ce cyclone approche la côte est de l'île et entrera dans les terres entre Vatumanj et Mananzar le samedi 5 février 2022 vers 8 heures. On estime actuellement qu'il s'agit d'un cyclone fort avec des rafales de vent à 175 km par heure. Il traversera le centre de l'île et devrait sortir dans le canal de Mozambique, dans la partie sud de la région de Minabe, le dimanche 6 février 2022. Les régions de l'Est, Vadvav, Sud-Est, Mangour, Analamang, Punglav, Itas, Vaknakarach, Amurunmani, Matsiachambun, Yurumbe, Sonieran, district Ivung, Sainte-Marie, Fénéry-Vest, Vavaten, un Parafaravoul, un Batunjazak sont placés en alerte jaune. Alerte verte annoncée pour les régions d'Anous, Menabe et les districts Antala, Marwansech, Mananara Nord, Manchtsar, Indilamin, Tsaratanan, Maevatanan, Ansalouv, Beruru, Sakara, Ankazwab, Murumbe, Tuliara 1 et Tuliara 2, Betiuk et Beninch. Les bandes nuageuses commencent à intéresser la partie est du pays. Une dégradation des conditions météorologiques est prévue à compter de demain vendredi, notamment des fortes pluies et des vents forts. Des inondations généralisées sont à craindre suite au cumul pluviométrique excessif anticipé surtout sur l'est, le sud-est et les hautes terres centrales. Les populations sont priées de suivre l'évolution de ce système et de suivre attentivement les consignes des autorités, indique la météo Madagascar. La sortie en mer sur l'ensemble des côtes est est fortement déconseillée jusqu'à écartement total des dangers. La préparation à l'arrivée du cyclone Batsirai à Madagascar a été particulièrement discutée durant le Conseil des ministres d'hier. Des mesures ont déjà été prises dans ce cadre afin de prévenir et de limiter au maximum les dégâts que pourrait engendrer ce cyclone que l'on estime être violent. Le cyclone Batsirai qui est prévu d'atterrir sur le territoire national ce samedi. Jairan Jiamar. Les régions Analanzrouf, Atsnanan, Alochamangour, Vadvav, Fitvnani, Atsimotsnanan, Analamang, Itas, Punglav, Vaknakarach, Amurunmani, Matsiachambun, Yurumbe, Antala, Manjtsar, Tsaratanan et Tolanar,
sont placés en alerte jaune depuis ce matin, une alerte qui va passer au rouge à partir de demain vers midi. Compte tenu de ce contexte, il a été décidé durant ce Conseil des ministres que toutes les activités pédagogiques seront suspendues pour le 4 et le 5 février 2022, de même pour les centres de formation publique. Après le passage du cyclone, c'est à chaque région de prendre la décision sur le retour à l'école en tenant compte des dégâts laissés par celui-ci. Les fonctionnaires dans les régions et districts concernés ne travailleront également pas durant cette période, hormis ceux qui doivent assurer les services essentiels. Cette décision est aussi effective pour les entreprises privées, néanmoins, c'est à l'employeur de définir la liste des services essentiels. Le Conseil des ministres sensibilise également chaque ménage à se préparer à l'arrivée de bâtis-reils, à stocker de l'eau et des bougies, à renforcer les toits, à couper les arbres susceptibles d'endommager les habitations. Les habitants dans les zones basses sont invités à rejoindre immédiatement les écoles qui servent de site d'évacuation pour les sinistrés. Les informations passeront en continu sur la chaîne nationale par laquelle le BNGRC et le ministère du Transport et de la Météorologie communiqueront les consignes et la situation concernant le cyclone bâtis-reils. Et toujours dans ce cadre, les habitants des maisons exposées au risque d'effondrement dans la commune d'Ivat au aéroport seront évacués au niveau de Tchanpuknul durant le passage du cyclone bâtis-reils. Dans ce cadre, la commune invite les habitants à immédiatement informer les Fuktan pour toute situation alarmante. Fin de Mireille sur les images de Yves Janel. La maison de cette mère de famille est exposée à un risque d'effondrement. Elle est donc venue au niveau du Fuktan pour les informer afin que ces derniers puissent prendre les mesures nécessaires à temps. Ils sont 8 à loger dans cette maison qui risque de s'effondrer car les murs sont déjà fissurés. Dans ce cadre, les 3 Tchanpuknul de la commune d'Ivat accueilleront les habitants exposés à des risques à l'approche de l'arrivée du cyclone bâtis-reils. En cas de besoin, les habitants sont invités à alerter les responsables afin d'éviter d'éventuels dangers. Et sur un tout autre sujet, le prix de l'eau dans la région sud et dans la région Analamang présente une différence considérable. Si le mètre cube est à 7000 arrières dans le sud, il est à 415 arrières pour la région Analamang, alors que la région sud souffre de sécheresse et a également d'énormes difficultés pour l'approvisionnement en eau potable. Pour y remédier, l'État a mis en place une stratégie pour équilibrer le prix de l'eau du pipeline d'Aputakatsiumbe et de la centrale d'approvisionnement du Sud avec celui de la Jirama. L'eau du pipeline est estimée à 6000 à 7000 arrières le mètre cube actuellement dans la partie sud de l'île. Cela peut même atteindre les 100 000 arrières par mètre cube si l'eau n'est pas issue du pipeline. Alors que le prix au niveau d'Analamang est à 415 arrières par mètre cube, pour les usagers de la Jirama, cela s'élève à 25 000 arrières le mètre cube pour les ménages passant par les pompes. Ce qui est fort dommageable pour la région sud, d'autant plus que cette partie de Madagascar souffre de sécheresse et de difficultés à bénéficier de l'eau potable, sans parler du Kéré qui y sévit. L'objectif pour l'État malagasy est d'instaurer une gestion équitable pour toute la population malagasy. La réduction du prix de l'eau est la solution pour améliorer l'approvisionnement en eau pour la population du Sud, ainsi que pour promouvoir une mode de vie saine pour ces derniers. Les Tsenamours reprennent à partir de ce jour pour la ville d'Antananarivo et ses alentours. L'on peut y trouver des PPN à des prix très abordables et le kilo du riz est à 1000 arrières. Chaque district compte 4 Tsenamours. Ils ont été réouverts dans le but de soulager le quotidien de la population, surtout en cette période de soudure. Toujours un reportage de Fangé Mireille et de Yves Janel. La file s'est formée tôt ce matin pour le Tsenamour d'Abodvunkel dans le 6e arrondissement. D'après les bénéficiaires, la réouverture des Tsenamours va considérablement les soulager en cette période de soudure, mais va également contribuer à faciliter leur approvisionnement dans le cadre de la préparation à l'arrivée du cyclone bâtis-reils. Le 6e arrondissement dispose de 4 Tsenamours au sein desquels la distribution est strictement contrôlée pour l'application de la transparence. Les habitants doivent ainsi disposer d'un ticket et doivent également apporter leur carnet afin d'éviter d'éventuels abus ou arnaques.
Et concernant les actualités internationales de ce jeudi, le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron se sont engagés hier à coordonner leur réponse à la présence militaire russe à la frontière ukrainienne, a indiqué la Maison-Blanche. Un reportage de France 24. Face aux menaces d'invasion russe en Ukraine, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sonne son grand retour. Les États-Unis envoient des troupes supplémentaires en Europe de l'Est et réaffirment leur détermination à défendre leurs alliés contre toute agression. Il est important que nous envoyions un message fort à M. Poutine, que l'OTAN compte pour les États-Unis. Elle compte pour nos alliés et nous avons des engagements inébranlables. Une attaque contre l'un d'entre eux est une attaque contre tous. La crise ukrainienne a renforcé la cohésion d'une organisation qui avait traversé ces dernières années une période difficile. Dans un entretien donné à The Economist en 2019, le président Emmanuel Macron jugeait l'alliance en état de mort cérébrale. Une déclaration tonitruante pour déplorer notamment le manque de coordination entre les États-Unis et leurs alliés sur le dossier syrien. Les questions que j'ai posées sont des questions ouvertes que nous n'avons pas résolues. La paix en Europe, le post-FNI, la relation avec la Russie, le sujet de la Turquie. Je me félicite que chacun maintenant considère que la priorité est plutôt de réfléchir à nos finalités et nos objectifs stratégiques. Donald Trump avait lui jugé l'alliance obsolète lorsqu'il était candidat, avant de revenir sur ses propos une fois président. Mais il a ensuite multiplié les attaques contre ses alliés, accusés de ne pas contribuer assez au financement de l'alliance. Les États-Unis payent actuellement beaucoup plus que tout autre pays. Et ce n'est pas juste pour les États-Unis ou le contribuable américain. Nous sommes toujours derrière l'OTAN, mais nous voulons être traités équitablement. Avec la situation en Ukraine, l'Alliance Atlantique s'impose de nouveau comme l'acteur incontournable de la sécurité européenne. Et face à une junte hostile qui vient d'expulser son ambassadeur, la France est donnée 2 semaines pour trancher sur l'avenir de sa présence militaire au Mali après 9 ans de lutte anti-djihadiste à laquelle elle avait fini par réussir à associer des partenaires européens. Reportage. 2 jours après l'annonce de l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali, Paris s'interroge sur l'avenir de sa présence militaire sur place. Il y a une rupture politique dans la mesure où ce pays est dirigé maintenant par une junte autoproclamée et qui estime ne pas pouvoir engager un processus démocratique avant 5 ans. Une rupture aussi de ce pays et de la junte au pouvoir avec la communauté internationale, avec les Nations Unies, avec les pays voisins. Puis rupture militaire parce que de plus en plus il y a des entraves à notre fonctionnement. Fin 2021, les autorités maliennes issues d'un double putsch disent vouloir rester en place potentiellement 5 années supplémentaires. Décision contraire à leur engagement initial d'organiser des élections fin février 2022. Inacceptable pour la CEDEAO qui prend des sanctions contre le Mali. Bamako estime que Paris est derrière cette décision. Depuis, les tensions ne cessent de s'accentuer. Une détérioration qui concerne aussi les partenaires européens de la France engagés au Mali. On sait que maintenant, pour faire voler leurs drones et leurs hélicos, les Allemands ont besoin d'un accord, d'un préavis de 36 heures. On sait que Bamako a demandé aux Danois de partir et qu'ils sont partis. Les Norvégiens, aujourd'hui, ont dit qu'ils n'allaient plus envoyer de forces vers le Mali. Comme la France, l'Allemagne juge elle aussi que l'engagement des Européens au Mali doit désormais être réévalué. Nous nous félicitons des efforts déployés par l'ONU pour inciter le gouvernement intérimaire malien à rendre le pouvoir aux civils. Si cela ne marche pas, nous devrons évidemment réévaluer notre présence sur place. Mais d'ici là, nous restons en stand-by. Pour l'heure, la France a entamé un redéploiement de ses forces au Sahel. De 5 000 aujourd'hui, ces soldats seront 2 500 en 2023. Un désengagement progressif qui intervient parallèlement à l'expansion de la présence russe dans la région via les paramilitaires de la société privée Wagner, présente entre autres au Mali. Et en République démocratique de Congo, au moins 26 personnes sont mortes électrocutées mercredi lorsqu'un câble haute tension est tombé dans un caniveau traversant un marché de l'ouest de Kinshasa. Toujours un reportage de France 24. Au milieu des piles de déchets et de légumes, le câble reste étendu dans l'eau sale du marché de Matadi-Kibala. Le même câble qui, quelques heures auparavant, avait répandu la décharge électrique meurtrière
coûtant la vie à au moins 26 personnes. Chez les habitants du quartier, le deuil était teinté de colère, car le drame aurait pu être évité. Les normes urbanistiques de construction ne sont pas respectées. Donc on devrait laisser cet espace vide. Avant cet incident, nous étions en train de déplorer le fait. On craignait que le pire arrive et aujourd'hui, malheureusement, le pire est arrivé. En RDC, il est interdit de construire à moins de 30 mètres d'un pylône haute tension, mais ces normes sont rarement respectées, comme dans ce marché de l'ouest de Kinshasa, où les étals et habitations de fortune jouxtent le pylône en métal. Des amas de déchets y bougent aussi les caniveaux, entraînant des inondations fréquentes au marché, où les vendeurs ont pris l'habitude de travailler les pieds dans l'eau. Les autorités congolaises, qui ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités de l'incident, disent vouloir prendre des mesures pour sécuriser le quartier. On va repousser les marchés à l'intérieur et voir dans quelle mesure évacuer toute la population qui habite les bas de la haute tension. Selon la Société nationale d'électricité congolaise, un orage serait à l'origine de l'accident. Mais plusieurs habitants dénoncent des câbles mal installés et mal entretenus et des autorités qui ont trop longtemps ignoré leurs avertissements. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série quotidienne Revenge. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.